Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je retrouve un petit peu ma voix, mais c'est encore tranquille et j'ai encore toujours mal à la gorge, donc je vais essayer de m'épargner un peu tout ça. Il va de soi que clairement je ne pourrais pas vous faire la correction du QCM aujourd'hui, ni rattraper le retard des derniers jours sur les émissions parce que ce serait stupide, je pense. Donc je vais reprendre tout doucement. On se gardera la correction du QCM probablement pour la semaine prochaine. Désolé pour le retard, encore une fois, je ne prévois pas ce genre de truc. Et si je pouvais faire sans, je serais le premier à le faire. Voilà, donc ce que je vais faire là aujourd'hui, je vais juste faire un petit résumé des deux derniers jours là. Des choses que j'ai réalisées sur le portefeuille, donc les prises de profit sur le GBP, recherche de petites ventes spéculatives à Wall Street, parce qu'il y a quand même des signaux. Maintenant, attention, hein, on est bien d'accord que ces signaux devaient être sécurisés rapidement. C'est des trades pour intermédiaires, hein, je rappelle bien encore une fois, toujours pareil. Sur ces zones-là, sont des trades que je prends sur la volatilité, puisque pour l'instant, on est très volatile. Mais que pour l'instant, attention, hein, justement, la volatilité, elle est plutôt comprimée et VIX sur le plancher pour la clôture hebdomadaire, mensuelle du contrat. Donc on est sur des choses, hein, encore une fois, pour moi, hors sol. Euh, Puisque quand même, voilà, je vais juste remettre la volate, je pense que c'est ce qui exprime le mieux le sentiment. Voilà, hein, donc on était là, et quand on était là-haut, je vous disais, wow putain, signaux de tendance haussière sur la volate, normalement on finit 29-30, enfin on finit entre 27 et 30, rien ne semble contre-indiquer ça, et surtout, plus on se rapproche de l'expiration, plus les mecs vont commencer à flipper leur race, c'est dire, bah, oh putain merde, j'ai des ventes, on va devoir clôturer le contrat en haut, ça sent mauvais. Et ben qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Non, ils ont fait double dose et en 4 jours, on a effacé tout ce qu'on a fait sur le reste du mois pour venir clôturer au prix d'ouverture du contrat futur. Bravo messieurs, franchement, c'est un joli pari sur la tranquillité. Je vous rappelle encore une fois que ça fait partie des choses qui créeront des contreparties systémiques s'il y a un problème sur les prix un jour. Euh, que les gens qui ont spéculé sur la volatilité, hein, tout simplement, vont devoir, au bout d'un moment, s'expliquer. Hein, ça fera partie, en tout cas, des acteurs qui auront participé à la création de la crise si elle arrive. Maintenant, d'une part, il n'y a pas encore de crise, et on est vraiment en train de parler de choses bien plus futures. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc après GBP, donc voilà, hein, je reste sur des petites ventes à Wall Street, toujours très timide. J'attends de voir si elle valide pas. J'attends de voir si le VIX va réussir ou non à casser son support, même si encore une fois ça me paraît mais d'une folie furieuse que d'imaginer ça. On peut sans problème essayer donc de d'écrabouiller sur plusieurs jours voire semaines ici, mais autre problème, hein, on arrive sur la publication des résultats. Théoriquement ici c'est la récession aux États-Unis, c'est-à-dire que si on a un deuxième trimestre en contraction, bah merde, comment on va faire? Ce sera la récession, hein. On ne pourra pas faire autrement que de voir la réalité. Donc autrement dit, l'économie est fantastique, mais elle est en récession. Bon, il faut quand même m'expliquer un jour comment on arrive à être aussi con, mais c'est comme ça. Sur le gold, toujours à l'achat pour ma part. J'attends sagement le breakout, je pense qu'il va pas tarder. Mais je pense que ça, on attend le mauvais catalyseur. Hein, c'est-à-dire que pour l'instant, tout est parfait, tout est magistral, mécanique. Il n'y a aucun problème, tout est sous contrôle. Sauf que je pense que malheureusement, c'est pas le cas. Tout ce qui est parti dollar, bon bah c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on perd le pied? Moi je pense que oui. Je vais aller à l'essentiel, hein. La sortie du QE des États-Unis, qui n'appelle pas ça un QE. Enfin, bref, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. La courbe de taux qui, malgré l'intervention monétaire, ne se réinverse pas. C'est-à-dire que là, théoriquement, la Fed, elle l'a sorti à ce moment-là pile poil, hein. Alors, ce qui est quand même fou, c'est que c'est quand même la première fois, historiquement parlant, qu'on a une injection monétaire hors d'un rendez-vous de banque centrale. Donc, c'est non annoncé, non attendu, non préparé, non expliqué. C'est magique. Ils nous ont sorti ça au milieu de nulle part en disant bon, allez, on a décidé, on met un QE. Pourquoi ça arrive à un moment précis comme ça? Évidemment que la Fed surveille la courbe de taux et que la courbe de taux qui se réinverse, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gérants obligataires sont en train de se barrer tout simplement parce qu'ils estiment que le rendement futur de l'obligation ne vaut plus la tenue de la position en portefeuille. Autrement dit, ils sont plus intéressés par les obligations ou moins intéressés parce que la valeur risque augmente alors que le rendement, lui, diminue. Alors, on va expliquer comment ça fonctionne de manière très simple parce que c'est quand même important que vous compreniez ça.
Quand vous faites baisser les taux, d'accord, vous faites baisser la valeur coupon, c'est-à-dire vous faites baisser le taux d'intérêt et vous faites augmenter la variable prix, la variable premium sur la valeur de l'obligation. Vous faites augmenter son prix d'échange. En faisant ça, ce que vous faites, c'est comme si vous tiriez la sève d'un arbre. D'accord ? Vous prenez la valeur intrinsèque de l'obligation et vous la concentrez à court terme au sein de son prix. D'accord ? Mais ce qui fait comprendre que c'est la valeur de l'actif réel, c'est-à-dire sur sa durée de vie de 10 ans, en fait, vous prenez toute la sève et vous la mettez au pied de l'arbre. Et vous dites, bon, ben c'est fantastique, elle vaut très cher. Par contre, demain, on sait qu'elle vaudra moins cher et pire, que le rendement, lui, va exploser. Mais donc, il faut trouver le moment intéressant pour acheter et vendre des obligations. Et je pense qu'évidemment, ça, un gérant obligataire, pour l'instant, il sait très bien que c'est le moment où il vaut mieux commencer à se diriger vers la sortie. Sauf que, ben, comme la Fed ne veut surtout pas ça, hein, si les débiteurs commencent à, enfin, si les créditeurs commencent, créanciers commencent à se faire la malle, c'est la merde. On a besoin de crédit à mort, donc il nous faut des gens qui prêtent. Il nous faut de l'argent. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le QE pour dire, attendez, bon, d'accord, vous voulez revendre vos obligations, moi je vous incite à les garder, puisque si vous voulez du cash, il va falloir que... si vous voulez du cash, moi je ne prendrai que vos obligations. Donc si vous les vendez, vous n'aurez plus mon cash. Bon, c'est bien, ça donne ce qu'on appelle une incentive, c'est-à-dire une incitation à court terme, à dire, bon, ne vendez pas vos obligations, parce que si vous les vendez, je ne pourrai plus vous prêter de cash. C'est aussi un jeu de dupes qui revient à dire, au bout d'un moment, ils n'en auront plus rien à foutre. Ils vont juste dire, ok, on va vers une crise, cash is king, donc à ce moment-là, j'ai toujours beaucoup de réserves en cash dans ma banque, d'accord. Au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais? Je peux subir la crise, fuck off, je vends. Mes obligations. Alors attention, quand on vend les obligations, c'est un autre problème. Là, c'est le problème de créance, donc là, ça devient très compliqué. Et donc, quand on joue dans ce jeu-là, c'est le moment où je vous dis ça part en couille. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait ça, c'est le moment où il y a une rotation globale du portefeuille qui se met en place. La première, c'est normalement un site, un gestionnaire de risque, ce qui fait quand il voit l'arrivée la fin de cycle, il se libère des actifs risqués, c'est-à-dire qu'il vend les actions les plus risquées, celles qui ont pris les plus de gains, la croissance, les valeurs de croissance, les Apple, Microsoft, tout ça. Il n'y a pas de doute, ils vendent ces actions depuis un bon moment, enfin ils se délestent d'une partie de ces actions. Qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils sentent que le risque augmente avec la volatilité, hop, tout de suite, on se protège le portefeuille en achetant des obligues. Ça, c'était le schéma, entre guillemets, depuis 2018. Achat d'obligues. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive au moment où la courbe de taux se réinverse. Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, tout simplement, les obligues aujourd'hui, elles vont être probablement revendues, d'accord? De toute façon, vous le voyez bien ce schéma. Pour moi, c'est ici, par là, que ça s'est mis en place. Ok, achat d'obligues, ça écrabouille les taux, et aujourd'hui, ils sont en train de partir dans l'autre sens. Et quand on part dans l'autre sens, ça fait quoi? Ça montre que là, ils ont compris qu'il y a un risque qui arrive, un risque de crédit. Donc on revend les obligations. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien acheter quelque chose, encore une fois. Donc on garde un peu de cash, on achète du gold, mais ça c'est déjà fait, donc c'est pas le moment d'acheter du gold. Ils vont probablement racheter des value stocks maintenant. Donc c'est le moment où maintenant je regarde comment se comportent les GE et trucs comme ça. Des valeurs qui sont peu chères, qui comportent un risque, évidemment, mais un risque plus faible que d'un côté les actions que les actions de croissance, qui ont pris tout le rendement et il ne reste plus que le risque aujourd'hui à qui veut bien le prendre, mais qui ne le savent pas encore. Les obligues, c'est la même chose. On a tellement tiré sur la valeur prix que le rendement futur est complètement nul. Donc, aujourd'hui, ça ne rapporte plus vraiment en termes de ratio risque-rendement de garder des obligations de garder... Encore une fois, ils ne vont pas vendre toutes leurs obligations, les gérants. Il faut bien comprendre parce que ce n'est pas ça. Ils n'ont pas vendu toutes leurs actions Apple, toutes leurs actions Microsoft, et ils ne vont pas vendre toutes leurs obligations. C'est des mouvements de portefeuille qui disent je surpondère ça, je sous-pondère ça, donc entre guillemets, je rachète de ça et je vends un peu de ça. Ok ? Mais vendre un peu dans une gestion qui fait plusieurs milliards, ça vend beaucoup. Il faut bien comprendre. Donc le principe aujourd'hui est que pour moi, je pense qu'on arrive sur cette fameuse rotation où tout simplement les obligues, c'est terminé. Et quand les obligues, c'est terminé et qu'elles sont trop associées à du risque, ça réinverse la courbe de taux et normalement ça, c'est pas haussier pour les actions. Parce qu'il faut bien comprendre ce que sont vos indices. Okay, vos indices, c'est des paquets qui représentent ce qu'il y a dedans. Okay, donc évidemment, le S&P, c'est large et compagnie, mais quand vous avez des Dow Jones et des Nasdaq qui sont chargés à mort de ces saloperies-là, et qui n'ont pas de General Electric et tout ça dedans, ou très peu, là, si vous avez une rotation value stocks et qui vend des gros stocks,
enfin qui vend, et avec des gros stocks qui se pètent la gueule dans un schéma où, en plus de ça, on va vers une crise de dette, en tout cas un credit crunch, en tout cas une tension sur le crédit. Je n'ai pas dit que le crédit allait nécessairement imploser, mais on a des bulles de crédit, c'est très risqué, et le pilotage est évidemment très hasardeux, puisque ça nécessite de, entre guillemets, éviter une crise. Alors, c'est très compliqué, puisqu'à chaque fois qu'il y a des gens qui ont essayé, on sait très bien qu'ils ont plutôt créé la crise. Bon, donc pour l'instant, on est toujours dans ce schéma où on se demande ce que fait la Fed. Donc pour ma part, je préfère toujours rester sur des recherches de vente sur les actifs, qu'ils soient européens ou américains. Maintenant, pour l'instant, ça monte. Donc l'Europe, je pense qu'il y a encore du potentiel. Et je chercherai plutôt vers la zone des 12 008. Mais pour l'instant, patience. Et je n'ai pas l'impression que l'Europe franchira cette résistance, ni même probablement celle-là, où à la limite on ira faire quelques picots dessus. Je pense que c'est tout ce qu'on pourra tirer sur l'Europe. Il y a cette ligne de tendance que tout le monde a vue. Je pense clairement qu'on n'ira pas. C'est beaucoup trop haut. Donc à mon avis, par là, on échoue avant. On a bien le schéma classique, hein, celui que je recherche, donc les deux vagues. Ok, ici pour moi le schéma c'est ça. Tac, 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 tac. Donc au mieux on peut aller jusque là-haut. Au pire, ici dès qu'on s'arrête, on attend le moment où ça plafonne. Et moi je reprendrai le prochain mouvement vendeur. Ok, donc là attendre que ça plafonne. Pour l'instant il ne se passe rien. C'est plutôt haussier, on est sur des overloads, normalement on devrait déborder le momentum ici, donc je pense qu'encore une fois il faut être un peu patient sur l'Europe. Ok. Par contre, est-ce que ça veut dire laisser Wall Street évoluer à l'achat? Je pense pas, je pense que Wall Street au contraire va se prendre des tatanes un peu plus vite. Donc voilà, pour moi toujours pareil, normalement un flux européen assez limité, hein, il ne reste pas grand chose, hein, encore une fois, c'est de dire si on peut tirer 1,5% en plus en Europe, je pense que Wall Street vont nous le faire à plat et ne viendront pas réussir à franchir des résistances. Okay. Donc pour moi, toujours pareil, poursuite de ce triangle, ici, où normalement on ne revient pas chercher les résistances et on continue à échouer sous ces dernières. Donc laisser pisser pendant plusieurs jours. Je pense que ici, on attend que le marché forme des ranges et rechute. En tout cas, pour ceux qui ont des biais vendeurs. Pour ceux qui ont des biais acheteurs, bah évidemment, vous faites l'inverse, vous sécurisez vos trades, vous avez acheté en bas, blabla, vous connaissez l'histoire. GBP, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut réduire un peu quand même. Pour moi, on atteint les zones d'objectif. J'ai été pas TP. C'était quand on a frôlé mon TP, c'était... merde. Quand est-ce que c'était? Ah bah non, mais hier on est allé encore plus haut du coup. Attendez, que je dise pas de conneries. Ah ouais, du coup, hier on est allé encore plus haut. Non, non. Bon, on avait frôlé mon TP ici, hein, donc je suis sorti hier matin par là, je suis plus. Donc là on est encore plus haut, hein, donc de toute façon, attention, quand je dis sorti, je dis j'ai pris un tiers des positions, hein, je reste à l'achat sur GBP, si ça turlupine à l'achat encore plus fort, tant mieux, hein, mais bon, pour l'instant j'ai pas une forte conviction. Ce que je surveille surtout c'est l'USD Yen, lui je veux voir comment il réagit ici, je vois pas comment l'USD Yen peut franchir une résistance, hein. Pour moi c'est juste absolument impossible. Maintenant, bon, encore une fois, hein, j'ai bien compris la thématique qui revient à dire il faut absolument fermer il faut verrouiller toutes les zones de risque, toutes les poches de risque. Donc il est possible qu'on ait un VIX qui casse un support, même si ce sera artificiel pour ma part, cette folie de dire on casse des supports sur le VIX. Possible que l'USD Yen franchisse un tout petit peu une résistance pour venir tester un petit peu sur cette zone-là. Ça procurera probablement pas d'accélération, hein. Mais voilà, donc je reste positif là-dessus, enfin positif, négatif en vision moyen terme là-dessus, mais il ne faut pas être trop agressif sur la résistance. Ok, donc pour l'instant je surveille. Moi ça va, j'ai des prix de vente bien plus attractifs. Alors je suis quand même un peu plus bas que ça, il faudra que je vous remette le prix réel. Donc je suis tranquille, mais cette zone-là, il faudra que je la gère intelligemment quand même. J'ai des leviers sur l'USD-Yen, il est hors de question que ça parte haussier ça. Sinon je suis dans la merde. Enfin pas dans la merde, mais je vais perdre beaucoup de gains. Et la UDNZD, toujours pareil, je laisse. Donc pour l'instant, ça a été pris GBP, je surveille l'USD Yen, je surveille le VIX, je surveille les junk bonds, je surveille bien évidemment la courbe de taux, et j'attends le moment où on va avoir courbe de taux réinversée dans un flux acheteur qu'on n'arrive pas à arrêter, autrement dit décollecte sur les obligations, et je veux voir les options baisser. Pour l'instant, j'en ai un, j'ai pas l'autre, donc je reste sage dans mon positionnement. Tant que je ne vois pas les indices baisser,
je fais rien. Encore une fois, j'ai pas dit que toutes les actions allaient baisser. J'ai juste dit que normalement certaines actions vont être très très largement décotées en termes de valeur. Tout simplement parce qu'elles sont soutenues par du crédit. Donc quand on va voir qu'il n'y a plus de gens qui veulent donner du crédit, eh ben on va se dire oh putain merde, comment les gens vont faire pour acheter ces trucs-là vu qu'il n'y a plus d'argent, plus d'acheteurs, égal, il suffit qu'il y ait quelques gens qui commencent à les vendre et ça va chuter très fort. Les Apple, Tesla, Microsoft, tout ça. Alors peut-être pas Tesla, mais en tout cas les Apple, Microsoft, toutes celles qui sont encore extrêmement tendues, je pense que celles-là, elles sont à l'aube de se prendre la tatane que je leur promets. Même chose hein, pour les Kering, LVMH en France. Hein, toutes les valeurs qui sont extrêmement tendues et achetées par beaucoup de crédits, dès qu'on va voir que le crédit se tend, on va tout de suite comprendre que les valorisations sont à risque. Enfin, que les prix sont à risque. Encore une fois, et qu'on va rechercher les valorisations, on va rechercher la valeur intrinsèque de ces actions-là. Et je pense qu'elle est tellement basse que ça fera flipper certains et ça leur donnera le vertige. Voilà, donc ça normalement, c'est des grosses valeurs qui ont tiré les indices, qui partent fortement au sud de manière linéaire, ça va tirer les indices au sud. Voilà, pardon, et encore une fois, pas parce que toutes les actions baissent, simplement parce que celles qui pondèrent le plus dans les indices, perdant pas mal de prix, auront du mal à être compensées par celles qui, value stocks, pourraient être recherchées. Donc c'est toujours ça que je cherche dans les prochains jours sur l'orientation des portefeuilles swing, pour l'instant. Maintenant, à court terme, comme d'hab, vous ne pouvez traiter que de la volatilité. Essayez de prendre des trades sur ces bornes de volatilité dans le sens que vous estimez être le bon. Je vous rappelle encore une fois que je me fiche complètement de savoir ce que vous pensez des prix et tout ça. Si vous êtes haussier, vous achetez les volatilités basses. Si vous êtes vendeur, vous vendez les volatilités hautes. Vous évitez de traiter tout ce qui se trouve en dessous du 15 minutes pour l'instant, puisque c'est quand même relativement compliqué. Et vous restez toujours très patient et méthodique. Suivez vos plans de trading. Ne faites surtout pas l'erreur de dire je veux pas savoir, je pose les neurones et je trade neuneu. C'est tout sauf ce qu'il faut faire maintenant. Aujourd'hui, il faut avoir un avis, se positionner simplement là où c'est très attractif de le faire pour vous, autrement dit, sur de la volate. Sinon, vous êtes juste patient, vous avez un portefeuille moyen terme et vous êtes conscient qu'il faut laisser couler tout ce qui se passe à court terme. C'est pas très intéressant. Voilà. Moi, en tout cas, c'est cette deuxième option que je fais. Donc, j'oriente le portefeuille de temps en temps quand des opportunités se présentent, mais ça reste des mouvements relativement faibles. Voilà. Bye bye.